Nous allons commencer les premiers panels. Je demande à notre cher ami, M. Éric Morillo, journaliste, commentateur et réalisateur des Correctibles. Voilà. Merci beaucoup. I would like to introduce a famous talk show host, Mr. Éric Morillo. Welcome to our Worldwide Freedom Initiative. And why don't you call up the... Je vais les appeler. Je les appelle à tour de rôle. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Je suis ravi de me trouver en si bonne compagnie pour pouvoir évoquer, cette fois sans censure, le débat nécessaire de la liberté d'expression, de la censure et de la judiciarisation de la politique en France, alors que plus personne ne semble sérieusement vouloir d'une liberté d'expression pleine et entière chez nos élites et que le phénomène de gouvernement des juges prend de l'ampleur. Nous allons analyser ces enjeux avec donc 5 participants à ce panel. Je suis moi-même d'ailleurs intéressé à titre personnel, étant également donc affecté par la judiciarisation du débat public. Donc cette table ronde est intitulée « Liberté d'expression, censure et judiciarisation de la politique ». Je vais donc tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le premier intervenant de ce panel. Honneur au doyen de cette assemblée, que je ne présente plus, enfin un peu quand même. Il a écrit pour une dizaine de journaux. Il a été le rédacteur en chef de L'Orient le Jour, puis de François. Depuis les années 2010, il est devenu une figure majeure de la liberté d'expression, invitant sur Sud Radio, où il officie ceux que l'on censure ailleurs. En janvier 2016, il fut le premier et le seul, à ma connaissance jusqu'à ce jour, journaliste français à s'entretenir avec Donald Trump et fut l'un de ses principaux soutiens en France. Mais pas seulement, pendant le confinement, il a donné la parole à ceux qui contestaient la manière dont la crise et l'information avaient été gérées par le gouvernement. Il a écrit et publié 45 ouvrages, rien que ça, dont Donald Trump ou les raisons de la colère, puis le retour des peuples. Je vous demande de l'applaudir bien fort et de l'accueillir. Il s'appelle André Berkoff. Alors, mon cher André, je vais te demander de t'installer. Tu as un micro à ta disposition. Alors, je vais tout d'abord, si tu le veux bien, tu peux rester debout, assis comme tu le souhaites, te poser une question très simple. Tout d'abord, comment tu expliques, toi, l'affaiblissement de la liberté d'expression, justement, au pays de Voltaire et des droits de l'homme ? On t'en apporte. Voilà, on va peut-être un peu... La liberté est branchée, ça y est. Je vais dire que c'est lié un tout petit peu à ce qu'on a entendu un peu précédemment. Vous savez, je pense que faut dire ça, et ça date de millénaires. Le pouvoir, tout pouvoir, qu'il soit de droite, de gauche, etc., n'est pas un pouvoir condamnable, mais quand il glisse vers la conviction qu'il est le camp du bien, et que lui sait ce qui est bon pour vous, pour nous, le peuple, mieux que ce que le peuple pense. Quand il dit, voilà, moi je sais ce qu'il faut, et quand il entend des voix dissidentes, des voix qui ne sont pas d'accord, des voix qui posent des questions, quand ce sont des vrais démocrates, ils acceptent le jeu. Mais quand ils commencent à osciller en disant, mais écoutez, vous nous embêtez beaucoup, eh bien, il fait ce qu'on appelle le management par la peur. Et les 3 narratifs que nous avons eus récemment, depuis le Covid, mais on peut parler de Russie-Ukraine, on peut parler de ce qui se passe au Proche-Orient, on peut parler du réchauffement climatique, etc. Il y a derrière tout ça cette tentation de dire « Attention, attention, vous êtes en danger si vous ne nous suivez pas ». D'où cette espèce de censure sur la liberté d'expression qui est qu'au fond, oui, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce pour de bonnes ou mauvaises raisons? Et là entre effectivement toute la problématique médiatique et la même problématique des champs. Et je dis toujours que le problème n'est pas la liberté d'expression, tant que les moyens d'expression de la liberté. Et quand on commence de s'auto-censurer
Et quand on commence de se dire, attention, si je dis ça, ça va aller vers quoi? Et on l'a vu pour le Covid, on l'a vu pour la guerre Russie-Ukraine, on l'a vu, on le voit aussi pour le Proche-Orient, on le voit encore une fois pour le climat. Je crois qu'il y a un problème avec la liberté, qui est que la liberté est indivisible. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, ça ne veut pas dire qu'on peut accepter des appels au meurtre ou à la haine, mais on les combat comment? Par les sanctions, la judiciarisation, on va en parler, par tout ce qu'on peut utiliser, et les armes de la démocratie, elles existent. Mais le problème n'est pas que de casser les armes de la parole, parce qu'après qu'il n'y a plus que la parole des armes. Donc le vrai problème de la liberté, c'est que on doit avoir question à tout. Vous voyez, moi, quelqu'un qui dit « moi j'ai réponse à tout, je peux vous donner réponse ». Non, il n'y a pas, personne n'a réponse à tout. Mais le premier des devoirs du citoyen, homme ou femme que nous sommes, c'est d'avoir question à tout, d'avoir ce qu'on appelle l'esprit critique. Et encore une fois, vous avez, de par le monde, aujourd'hui, hier et hélas, demain encore, des gens qui ne veulent pas qu'on développe l'esprit critique. Des gens qui font comment? Alors, il y a trois solutions. Il y a la répression, ça vous savez, je vais être très vulgaire, c'est les dictatures, c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Mais en fait, ce qu'il y a surtout, c'est que cette liberté d'expression, cette nécessité de la liberté d'expression, elle va aussi par le silence, l'omerta. C'est-à-dire que en fait, oui, vous avez le droit de parler. Vous avez le droit de parler, mais où? Ah, ben écoutez, chez nous, non, on peut pas, vous comprenez, on a une ligne, on peut pas. Et ça se passe partout. Il y a un exemple formidable aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont quelque chose de formidable, vous savez, c'est the First Amendment. La liberté d'expression est le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui se passe pour le Covid, ce qui se passe pour les réponses, c'est aux États-Unis que ça se passe surtout. Et c'est pour ça qu'il faut aussi rendre hommage aux États-Unis, même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses. Mais nous, en France, il y a un problème, on le sait très bien, dans un certain nombre de médias, dans un certain nombre, si vous voulez, de moyens, de véhicules de la liberté d'expression, c'est que si je hurle dans le vide, oui, c'est très bien, mais qui m'entendra? Donc, il faut développer à mort l'esprit critique. Et chez nous, on l'a vu, encore une fois, il y a sur les sujets comme la santé, des sujets comme les guerres, etc., eh bien, vous avez des chaînes de télévision, on ne va pas les nommer ici, vous avez une parole officielle qui, pendant très longtemps, et je vais vous raconter, moi, une chose. Il y a 3 ans, j'étais sur LCI et je parlais un peu des victimes du Covid, de l'âge, 84-85 ans. Je disais, mais attendez, il y a vraiment des questions. Et un docteur, le docteur Karine Lacombe, pour ne pas la nommer, a dit, encore un conspirationniste. C'est-à-dire que qui veut accuser son chien, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage, et on vous dit oui, conspiracy. Et on a vu ce que ça a donné, conspiracy. Voilà, la liberté, elle est indivisible. Et si on ne comprend pas ça, eh bien, écoutez, à un moment donné, ça glisse vers un totalitarisme soft. Non, c'est pas la dictature, c'est pas la Gestapo qui va venir frapper chez vous à 6h du matin, mais on va vous écarter. On va vous mettre en dehors. Et c'est ça sur lequel et contre lequel nous devons tous, aux États-Unis, en Occident et en France, lutter. Parce que l'Occident a inventé la liberté d'expression, il ne faut pas qu'il la perde. André, on parle beaucoup, on peut l'applaudir, on parle beaucoup des spécificités de la montée de cette censure en France, mais il n'y a pas que notre pays qui est touché. Il y a quelques petits problèmes maintenant aux États-Unis aussi, je crois, non? Écoutez, moi j'ai été extrêmement frappé, je ne sais pas. Là, je pense que nos amis américains qui sont là ont suivi. Mais il y a une histoire que je voudrais vous raconter. Elle s'est passée il y a quelques années, mais elle est toujours là. En fait, c'est Tucker Carlson, vous savez, qui était avant Fox News et qui est maintenant chez X, Twitter, a interviewé, il faut que je vais vous retrouver le nom, a interviewé, comment il s'appelle, Doug, un certain Doug, enfin, je vous raconte l'histoire. Il est ceci, ce monsieur, en 2016, au moment de la campagne présidentielle de 2016, poste un tweet qu'il n'avait pas fait lui-même sur Hillary Clinton, en disant simplement, pour voter Hillary Clinton, c'est très simple, vous pouvez voter de chez vous. Ce qui évidemment ne veut rien dire. En revanche, ce qu'il y a eu, c'est que il fait ce poste, etc., et on lui dit, mais c'est pas vrai. Et 4 ans après, c'est-à-dire au moment de la campagne Trump-Biden,
il y a des policiers, une semaine après que Biden est élu, des policiers, le FBI arrive chez lui, tape à la porte, il dit, vous avez une plainte, vous avez empêché, il y a 4 ans, c'est-à-dire il se réveille au bout de 4 ans, des Américains de voter pour Hillary Clinton à cause de votre tweet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en procès, il risque 10 ans de prison pour avoir posté un tweet qui n'était pas de lui, qui est une espèce de plaisanterie, qui est peut-être pas de bon goût, mais voilà. Donc ça veut dire simplement que le danger de vraiment d'avoir des gens qui ne pensent qu'à une chose, et je ne parlerai pas de l'identité numérique, je ne parlerai pas de M. Thierry Breton, commissaire européen, qui dit à Elon Musk, le fondateur le propriétaire de X, attention, on va vous mettre des observateurs, des influenceurs de contrôle, des contrôleurs d'influence. Contrôleurs d'influence, ça veut dire quoi ça, ces contrôleurs d'influence? C'est absolument... Qui va décider de qui va contrôler quoi? Il est là le problème. Merci beaucoup André Berkoff, on peut l'applaudir. Tu restes avec nous. Reste là. Alors, notre deuxième intervenant est issu d'une famille de vignerons, si je ne me trompe, et diplômé de Sciences Po Paris et de l'Université Paris-Dauphine. Il s'implique dans la politique dès l'élection présidentielle de 1974. Inébranlable dans son optique gaulliste depuis lors, il finit par fonder en 2008 le parti Debout la France. En 2009, il défend la licence globale et s'oppose à la loi Hadopi de restriction des libertés sur Internet. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2017, au cours de laquelle il recueille 4,7% des suffrages. À noter que pendant la pandémie de Covid-19, il a condamné les mesures de restriction des libertés prises par le gouvernement. Il est député et président du parti Debout la France. Je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir. Nicolas Dupont-Aignan. Alors, première question, Nicolas Dupont-Aignan, elle est un petit peu la même que celle que je posais à André Berkoff. En quoi, selon vous, nos libertés sont-elles actuellement en danger dans le monde occidental? D'abord, je voudrais vous remercier. Et je voudrais remercier les organisateurs de cette belle réunion. Ces 2 drapeaux que je regardais tout à l'heure, ce sont les drapeaux de la liberté. Et c'est important pour moi d'être là. Je suis profondément gaulliste. J'ai beaucoup tempêté contre l'instinct de domination des États-Unis. Je suis en désaccord sur beaucoup de points. Mais au-delà des désaccords, il y a la liberté. Il y a la liberté. Et ce qui est paradoxal, et j'écoutais le discours d'Éric Zemmour, où j'étais d'accord sur certains points avec des nuances, parce que je crois qu'il faut l'union plus large, pas simplement des droites. Il faut l'union de tous ceux qui tiennent à la nation, à la liberté de la nation, à la liberté des peuples. Et c'est un autre débat que nous aurons. Je reviens à votre question. Défendre le monde occidental, défendre, oui, une civilisation, bien sûr, mais si ce monde-là est celui qui se suicide et qui fait taire les siens quand ils veulent le défendre, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi, et ce n'est pas par hasard, j'imagine que vous avez placé ce débat sur les libertés en premier. Parce que s'il n'y a pas la liberté d'expression, si tout est étouffé, si on s'aborde notre identité même qui est celle du débat, de la démocratie, on devient comme ceux qu'on prétend combattre. Et ce n'est pas en devenant comme nos ennemis ou nos adversaires ou nos concurrents qu'on va réussir d'abord à convaincre les peuples de la beauté de notre modèle de liberté, puisqu'on l'abandonne nous-mêmes. Et voilà pourquoi ce débat sur la liberté est fondamental. Et moi, je suis venu pour ce thème qu'au-delà de nos différences, il y a un danger qui est là, qu'on a expérimenté au cours des dernières années. Et la première grande offensive méthodique, organisée, on l'a vu pendant la crise Covid. Et j'en ai été la victime et je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où se met en place une vérité orwellienne, à partir du moment où les nouveaux moyens technologiques sont en appui de cette vérité-là, eh bien, le monde court à la catastrophe. Et je veux vous donner quand même des exemples précis, parce que ce n'est pas des grands discours en l'air. C'est quand on a dit à quelques-uns, pourquoi on nous enferme?
Pourquoi on veut nous injecter un produit qui n'est pas testé véritablement? Pourquoi on veut nous faire passer pour des fous? Quand on a fait ça, on nous a interdit d'antenne, et je sais de quoi je parle. J'ai été candidat en 2017, mais j'ai été candidat en 2022. Et là, j'avais plus le droit à une minute d'antenne, parce que ce que j'allais dire, sauf chez toi, mon cher André, parce que ce que je disais, il fallait surtout pas qu'il y ait même une minute de ce que j'allais dire. Parce qu'il fallait tout effacer. Les médias traditionnels, avec le problème majeur des oligarques qui, en France, dirigent les médias. Et qui, il n'y a pas un grand complot obligatoirement, par effet de suivisme, par effet de mode, change. Et je voudrais vous donner 2 anecdotes. Un jour, sur un plateau télévisé, un médecin d'une grande chaîne de télévision me prend le bras et me dit « C'est vous qui avez raison, mais si je le dis, je suis viré. » Et je lui dis « Mais comment vous pouvez dire l'inverse, matin, midi et soir, alors que vous me dites que vous savez que c'est faux ?» Il me dit « Oui, mais j'essaye, je reste dedans parce qu'un jour, je pourrais peut-être influencer. » Vous le voyez, on en est. Pays des libertés, la France. Grande loi sur la presse. Les valeurs toute la journée. Et on ne l'applique pas. Mais il y a pire. Parce que ça, on connaît déjà. Ça a été d'ailleurs la presse collaborationniste dans l'entre-deux-guerres, qui a mené à la défaite de 40. Mais il y a pire. Il y a ce qui se prépare et ce qui a été testé au moment de la crise du Covid. C'est la manière dont les nouvelles technologies sont instrumentalisées pour censurer. J'étais un des premières audiences sur Facebook, avec 700 000 personnes qui me suivent, un peu plus de 600 000 qui me suivent, et je faisais jeu égal avec Macron, Mélenchon et Le Pen en 2020-2021, au début de la crise Covid. Des vidéos vues à plusieurs millions d'exemplaires. Sur le Rivotril, quand on a euthanasié dans les maisons de retraite des milliers de Français, j'ai fait une vidéo qui a été publiée à 8 millions, qui a eu plus de 8 millions de vues. Immédiatement d'ailleurs, je vous cite ça parce que ce sont des exemples concrets. 2 jours après, France Télévisions fait un sujet où on me fait passer pour fou. Pour fou. En interviewant des experts qui disent tout se passe bien dans les maisons de retraite, le Rivotril, c'est pour empêcher les souffrances, etc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu que ma vidéo faisait 8 millions d'exemplaires et donc il fallait faire un contre-feu. Mais c'est curieux. Eh oui. Après cette vidéo, mon compte Facebook, quand je faisais une vidéo qui faisait 2, 3 millions, 4 millions, 5 millions d'exemplaires, eh bien, après, je ne dépassais pas les 10 000 vues, les 20 000 vues. Oui, Facebook m'a complètement censuré. Une cage de verre. Plus aucune expression. Et quand j'ai prononcé le mot ivermectine un jour, qui a sauvé des milliers de vies partout dans le monde, eh bien, j'ai été à nouveau bloqué. Et depuis, je suis bloqué sur Facebook avec une audience de misère et je suis face à une cage de verre. J'envoie des mails. On ne me répond pas. Je ne sais pas qui est-ce. C'est Big Brother. Et c'est curieux, parce qu'on pourrait dire vous êtes complotiste. Vous venez ici, vous vous victimisez. C'est curieux, depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, mon compte Twitter a explosé. Et je suis passé en très peu de temps de 200 000, 300 000, 400 000 followers, ce qui n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et mes vidéos sont suivies. Alors pourquoi sur un réseau social je suis bloqué, pourquoi sur l'autre j'explose? Expliquez-moi. Parce qu'il y a de la censure, parce qu'il y a une lutte derrière les moyens d'expression. Et ce que disait André Berkoff est très juste. On peut parler de liberté, on peut proclamer la liberté d'expression, mais il s'agit de l'organiser, de la permettre, d'organiser le débat. Et dernier point, j'ai fini là-dessus, parce que je ne veux pas être trop long, et il y a d'autres intervenants qui diront de façon différente peut-être la même chose, mais surtout avec autre point de vue. Au-delà de ça, ce qui s'est passé pendant la crise Covid, ce qui s'est passé un peu aussi sur l'Ukraine, ce qui se passe sur le climat, les nouveaux moyens technologiques qui sont mis en place au niveau de l'Union européenne sont totalitaires à la chinoise. Totalitaires. Les directives, les règlements de M. Breton, relayés dans les législations nationales, la loi SREN qui a été votée à l'Assemblée, on n'a pas été nombreux à voter contre,
font que se mette en place un système qui permettra d'imposer dans notre pays le crédit social à la chinoise. Et je veux vous alerter là-dessus. Identité numérique, euro numérique, carnet de santé numérique, reconnaissance faciale. Vous avez un monde qui, pour moi, est abominable, qu'on soit de gauche, de droite, américain, allemand, autre. Ce monde est un monde abominable. Je voyais sur une grande chaîne de télévision française, TF1 pour ne pas la citer, un reportage enthousiaste sur une chinoise qui allait payer sa baguette, son sushi ou son je sais pas quoi, avec la reconnaissance faciale. Pas une once de critique. C'est formidable, regardez, on gagne du temps, on arrive, on paye. Tous nos gestes seront tracés. Alors vous consommez trop de viande. Ah, on vous coupera le crédit. Vous prenez trop l'avion, on vous coupera le crédit. Vous croyez que je fantasme? Vous croyez que j'exagère? C'est prévu pour 2028-2030. Et une fois que cet instrument sera là, comment on fera? J'insiste là-dessus. Ce n'est pas une vision paranoïaque, ce n'est pas une vision d'effroi. C'est comment se mettre en place une toile d'araignée qui tuera définitivement notre démocratie, qui tuera tout ce qu'on a aimé, tout ce qui existe, qui est notre monde. Alors, est-ce qu'il faut rejeter les nouvelles technologies? Pas du tout. Je ne suis pas pour rejeter ni l'intelligence artificielle, ni les technologies. On n'arrête jamais le progrès. En revanche, on l'organise, on maintient au-dessus du progrès des valeurs qui sont nos valeurs et que nous partageons à travers l'histoire, pour lesquelles des Américains sont morts, pour lesquels des Français sont morts. Et comme le disait l'organisateur de cette cérémonie, si nous sommes ici, c'est parce que, en tout cas moi j'ai eu des parents résistants et que j'ai envie que mes enfants soient fiers de moi et que l'on perpétue des valeurs. Mais pour cela, il ne s'agit pas de les proclamer, il s'agit de les mettre en place concrètement et de lutter contre les oligarchies, contre les lobbies, contre ceux qui veulent se servir de tout cela pour étouffer toute voix qui pense autrement. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Alors, notre troisième intervenant a été vice-président. Attends un instant. A été vice-président du Front National entre 2012 et 2017. Il a été également député européen entre 2014 et 2019. Il est fondateur du mouvement politique en 2017, Les Patriotes, dans lequel il combat vigoureusement les mesures liberticides liées au Covid. Il organise de très nombreuses manifestations à travers la France. Plusieurs de ces manifestations, justement, réunissent des dizaines de milliers de Français. Il part aussi manifester avec ses amis italiens à Rome. Il se bat pour toutes les libertés, notamment la liberté d'expression. Il est gaulliste depuis toujours et lutte pour le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne. Il a soutenu le Brexit et Donald Trump. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Je vous demande d'accueillir, cette fois tu peux te lever, Florian Philippot. Alors, Florian Philippot, les combats que vous menez avec votre parti politique, donc les Patriotes, rappellent justement étrangement par certains aspects ceux menés par les Républicains et Donald Trump en particulier aux États-Unis, notamment dans leur défense de la liberté, de la souveraineté des peuples. Avez-vous le sentiment que ce courant d'idées subit une guerre de l'information et qu'une forme de censure gagne la France? Alors bonjour à tous. D'abord, je vais répondre évidemment à la question. Je voulais remercier évidemment les organisateurs de ce bel événement, nécessaire, utile, inédit, il faut le dire. Et je constate que mois après mois, personnellement, et je crois que c'est le cas de plusieurs participants qui m'ont précédé, nous avons la chance de participer à de plus en plus de tables rondes sur la liberté d'expression. Ce qui est le signe d'abord qu'il y a un problème, évidemment, mais c'est aussi le signe que ça commence à bouger, qu'il y a une prise de conscience réelle qui se fait jour. Alors, je vais répondre très précisément. Beaucoup de choses avec lesquelles je suis en parfait accord ont été dites avant moi par André Berkoff puis Nicolas Dupont-Aignan, et je ne vais pas tout répéter. Simplement, j'insisterai dans une deuxième partie sur un point qui me semble important. On ne peut pas retrouver notre liberté si nous ne reprenons pas notre souveraineté. Et je crois que ces deux combats-là sont intimement liés.
On se libérera et on libérera la parole si on libère la France et nos pays. Et les États-Unis, peut-être plus protégés par ce premier amendement, ne sont pas à l'écart non plus de cet encerclement par des organisations supranationales ou des fondations, des choses inquiétantes, mais je vais donner des exemples très précis, et qui croient pouvoir décider à la place des peuples et nous dire ce qu'on a le droit de penser et pas le droit de penser. Moi, je considère qu'il y a eu une rupture avec le Covid. Oh, la liberté d'expression n'allait pas bien déjà avant. On a tous ici le souvenir du référendum en France sur la Constitution européenne en 2005, qu'un ancien Premier ministre, d'ailleurs Laurent Fabius, qui était pour le nom d'ailleurs, avait qualifié de propagandum. Et c'était déjà pas bien glorieux. Mais ça s'est considérablement aggravé avec le Covid. Et on a assisté à ce que le penseur Emmanuel Todd appelle des flashs totalitaires. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit de penser, on n'avait plus le droit de dire. Ce qui ne nous a pas empêché de le faire, hein, et bruyamment. Orwell a été battu. Et je voudrais donner un premier exemple. La première manière de lutter contre notre liberté d'expression, c'est d'abord la censure pure et simple, l'interdiction. Et la deuxième manière, c'est les choix éditoriaux. Mais d'abord, il y a eu, et ça c'était quand même assez nouveau, une censure pure et simple. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas, et c'est encore à moitié le cas aujourd'hui, hein, vous ne pouviez pas interroger l'origine du Covid. Vous ne pouviez pas interroger les mesures de confinement, l'efficacité des vaccins, les effets secondaires aujourd'hui, sans être simplement interdits, bannis, censurés. Votre compte sautait, votre chaîne YouTube sautait, vos publications étaient censurées. Et là, c'était de la censure pure et simple grâce aux nouvelles technologies. Je vous signale qu'il y a d'autres exemples qui sont américains, mais qui nous concernent, y compris nous. C'est-à-dire qu'en France, vous ne pouviez pas évoquer, je ne sais pas d'ailleurs si c'est encore possible aujourd'hui, l'idée qu'il y a pu y avoir une fraude en 2020 lors de l'élection présidentielle américaine. Ça faisait sauter votre compte Twitter ou du temps de l'ancienne équipe, hein, ou votre chaîne YouTube, etc. Vous ne pouviez pas au départ, maintenant on peut, hein, parce qu'on sait que c'est vrai, vous ne pouviez pas parler de l'affaire Hunter Biden, y compris en France. Hein, pourtant, nous, on pourrait se dire, on est quand même très éloigné de tout ça. Bah non, ça faisait de la même manière sauter votre compte. Et donc là, c'est le premier exemple, c'est-à-dire qu'on est revenu à un régime de censure, pur et simple. C'est-à-dire qu'on avait certains sujets étaient interdits. Mais c'est vrai que l'immense majorité du problème concerne davantage des biais, des choix éditoriaux. Et là, moi, je vais commencer par citer, parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, l'ancienne directrice de la rédaction de BFM TV, qui s'appelait Céline Pigalle, et qui, à la fin du Covid, a dit, dans une conférence, on a la vidéo, hein, elle a dit oui, on avoue, on assume, sur le Covid, on a suivi complètement le narratif gouvernemental, le ministère de la Santé, parce qu'il ne fallait pas, je cite, troubler les gens, et il ne fallait pas fragiliser le consensus social. Donc, on assume qu'on refuse le débat et la liberté d'expression pour ne pas fragiliser le consensus social. Avec ce genre d'argument, vous pouvez refuser tout débat, vous pouvez interdire tout débat, hein, parce que ça peut être vrai sur tous les sujets. Et d'ailleurs, ils l'ont fait sur d'autres sujets. Alors nous, on a, et Nicolas y était souvent, et effectivement, et puis il a lutté activement, y compris à l'Assemblée nationale, sur ce sujet, et moi-même, comme président d'une formation qui s'appelle Les Patriotes, j'ai organisé beaucoup de manifestations sur cette affaire, sur le Covid, contre les confinements, les passes, etc. Et elles ont été, alors je vais vous dire, il y avait deux manières de traiter par les médias. Soit elles étaient invisibilisées, c'est-à-dire que pour les médias, y compris quand il y avait des milliers et des dizaines de milliers de personnes, elles n'existaient pas. J'ai cette anecdote. En septembre 2022, nous avons fait une manifestation. Le soir, LCI a dit « La télévision russe a fait croire qu'il y avait aujourd'hui une manifestation en France, à Paris. » En montrant des images, en disant « Cette manifestation n'a jamais existé. » Pourtant, le paradoxe, c'est que ce jour-ci, on avait fait partir la manifestation justement du siège de l'AFP. On était en bas des fenêtres de l'AFP. On les voyait d'ailleurs prendre des photos. L'agence France Presse. Donc ils ont alors, on a saisi l'ARCOM. Ils ont quand même eu un espèce de carton jaune. Bon, mais ça n'est pas allé beaucoup plus loin que cela. Donc soit invisibilisé, soit dénigré. Quand vraiment il y avait énormément de monde, ils venaient, mais c'était simplement pour cracher sur les manifestants et sur les mots d'ordre. Il n'y avait aucun autre biais éditorial dans aucune chaîne. C'est ça qui est inquiétant. Vous n'aviez pas au moins, sauf peut-être l'émission d'André Berkoff sur Sud Radio, mais à part cela, vous n'aviez pas une seule chaîne
qui avait un autre angle pour traiter le débat. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Pas une radio, pas une télévision. C'était vraiment du copier-coller, dans le dénigrement, bien sûr. Et puis là-dessus, il y a le rôle aujourd'hui, et ils ont un rôle qui est devenu essentiel, mais ils sont très fragilisés. Hein. C'est les fact-checkers. Je pense que vous les avez aussi aux États-Unis. C'est-à-dire ces gens qui sont le ministère de la vérité. Eux, ils vous disent ce qui est vrai, ce qui est faux. Bon. Et ils ont joué un rôle considérable dans cette affaire, même si en France, ils ont été pris dans un scandale, pris dans la main dans le pot de confiture du fonds Marianne, et ils ont du mal à se dépêtrer de tout ça. Mais les narratifs ensuite se sont succédés sur l'Ukraine. Pendant 18 mois, on a été insultés pour avoir dit qu'il fallait arrêter de sacrifier des gens pour rien. La contre-offensive allait être un échec. Aujourd'hui, ils le reconnaissent tous, ils l'avouent tous, mais on a perdu 18 mois et quelques dizaines de milliers de vies entre-temps. Le climat, Nicolas le disait, mais c'est vrai, on ne peut pas du tout avoir le moindre débat sur ce sujet-là. Ça fait partie des interdits. Donc on vous explique que quand il fait froid, c'est la météo, quand il fait chaud, c'est le climat. Voilà. Et si vous osez penser ou lire ou dire d'autres choses, parce qu'il y a d'autres travaux, il y a des universitaires, il y a des experts, il y a des scientifiques qui travaillent, non pas qui remettent en cause tout, mais ils ont le droit quand même de débattre. Ben non, ça c'est pas possible, ça fait partie de la religion. Et puis il y a un autre sujet qui est interdit de débat en France, qui est la question européenne. Elle est largement interdite. Savoir si est-ce qu'on peut débattre de notre appartenance à l'Union européenne, du Frexit, c'est un débat qui n'existe pas à la télévision française. Pourtant, dans les sondages, il y a 30, 35, 40% des Français qui sont pour. Peut-être parce qu'on a la réponse, c'est Macron qui l'a donné lui-même à la BBC en interview en 2018. Le journaliste lui avait dit pourquoi vous ne faites pas le même référendum que chez nous sur le Brexit en France? Il avait répondu parce que si on le faisait, on aurait le même résultat, c'est-à-dire une victoire du Frexit. Donc ceci peut expliquer cela. Et puis je vous dis, les sujets débordent en termes de choix éditorial. Trump, puisque je sais qu'ici il y a beaucoup d'Américains, et systématiquement, je crois que je n'ai jamais lu en France un seul article, au moins neutre. Je ne dis pas favorable, il n'y en a pas. Mais je dis au moins neutre sur Donald Trump, qui parlerait vraiment de ce qu'il a fait, ses succès économiques par exemple, ou d'autres choses. C'était systématiquement du dénigrement. Les errances par contre de M. Biden ne sont jamais traitées, ou on ne les voit quasiment pas. On dénigrait le mur de Trump, et quand Biden reprend le mur, on ne dit pas un mot. Donc il y a une espèce de deux poids, deux mesures permanent. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ceci dit, je pense que ça n'est pas foutu, bien au contraire. Merci beaucoup, Florian Philippot, on peut vous applaudir. Alors, juste un petit mot sur comment lutter contre cette censure. 2 minutes. Je dis juste un mot, puisque en 1 minute, je pense que ça n'est pas du tout terminé. Ça bouge beaucoup ces derniers temps. Il y a eu aux États-Unis des commissions d'enquête sur les réseaux sociaux et liées au Covid, et en sont sorties beaucoup de vérités. Depuis qu'il a repris Twitter, X, Elon Musk a fait sortir les Twitter Files, et on apprend énormément de choses. Nous avons vu en France les fact-checkers qui ont voulu lancer cette opération No Twitter Day en disant qu'il faut censurer Twitter parce que c'est plein de désinformation. Ça a été un bid monumental. Il n'y a jamais eu autant d'activité ce jour-là sur X Twitter. Nous voyons le phénomène Tucker Carlson qui fait des centaines de millions de vues sur le réseau, bien plus que quand il était chez Fox News. Et évidemment, je le disais, nous avons ce combat à mener au niveau supranational. Le règlement européen DSA est une catastrophe. Il vient de l'Union européenne. Toutes les problématiques de monnaie et d'identité numérique, bien sûr. Mais au-delà de ça, nous avons l'OMS de plus en plus qui veut imposer un narratif avec un traité mondial contraignant, juridiquement contraignant sur les pandémies. L'Union européenne et la fondation Bill Gates qui a sorti avant-hier son opération 15-5. Dans 5 ans, 50 pays auront au moins l'identité numérique, l'euro numérique, etc. On voit bien que ça, c'est un arc supranational. Et la seule solution, c'est qu'on s'en défasse. Voilà. Que nos pays redeviennent parfaitement libres, qu'on se souvienne qu'à la fin, ce sont les peuples qui sont les souverains et pas ces gens-là, y compris s'ils ont des milliards de dollars ou des milliards d'euros. Je crois que le combat pour la souveraineté et la liberté d'expression, il va totalement de pair. Merci beaucoup. Merci, Florian Philippot. Alors, notre avant-dernier intervenant à cette table ronde a entamé sa carrière politique en 1995, c'était dans le département des Yvelines, en tant qu'élu local. Il est élu maire de Rambouillet
en 2004 et le restera jusqu'en 2007, justement de 2007 jusqu'en 2010, puis de 2012 à 2017, il est député. En 2013, il est élu président du Parti chrétien-démocrate, il succède à Christine Boutin. En 2016, il est candidat à la primaire de la droite et du centre. En 2021, il annonce soutenir la candidature d'Éric Zemmour et son parti Reconquête en vue de l'élection présidentielle de 2022. Depuis lors, le parti qu'il préside via La Voix du Peuple est allié à Reconquête. Je vous demande d'accueillir Jean-Frédéric Poisson. Alors, la question, elle sera assez simple, Jean-Frédéric Poisson. Justement, quels sont pour vous les défis de la liberté d'expression pour vous, les conservateurs chrétiens? En remerciant les organisateurs de leur invitation, nous saluons mes collègues et amis ici présents. Mesdames et messieurs, je ne vais pas répéter ce que Nicolas et Florian et André Berkoff ont dit à l'instant, parce que je partage intégralement ce qu'ils ont évoqué, et simplement ajouter quelques éléments d'appréciation à tout cela. Je ne sais pas dire si la pandémie du Covid a été organisée par quelqu'un, voulue par quelqu'un, si elle est la résultante d'un complot, je ne sais pas dire ça. Elle est probablement la source de négligence humaine, d'erreurs, de manipulations un peu folles, sans doute. Mais ce dont je suis certain, c'est que les ennemis de la liberté en ont profité pour faire avancer leur agenda. Car il y a des ennemis de nos libertés. Alors ils se cachent, ils se camouflent, ils sont puissants. Pas très nombreux, je pense. Mais ce qui est certain, c'est que tous ces événements qui sont liés à la crise sanitaire que le monde entier a traversée il y a maintenant 3 ans, ou depuis 3 ans, ont été l'occasion pour ces adversaires de la liberté de raboter tout ce qui peut faire la préciosité et le caractère riche de nos vies dans les sociétés occidentales. Tous ceux qui se sont opposés d'une manière ou d'une autre, alors vous en avez 3 à cette tribune, et j'en suis un 4e, aux dispositions gouvernementales sur la crise sanitaire, ont été ennuyés à un moment ou à un autre. Pour ajouter au catalogue d'anecdotes qui vous ont été racontées, je me souviens d'un passage un soir sur un plateau d'une chaîne qui n'est pourtant pas d'habitude une ennemie, il s'agit de CNews, et j'étais avec un journaliste en train d'évoquer les premiers cas recensés par l'Agence nationale de la sûreté du médicament, les cas d'effets secondaires et de décès liés de manière directe à l'administration du vaccin. Et le journaliste m'a dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça, car notre rédaction n'a pas vérifié ce que vous êtes en train de dire. » Alors à la censure par le silence, à la censure par les choix éditoriaux, à la censure de temps en temps par les sanctions de justice, il y en a, s'ajoute cette espèce de... Alors j'entendais ça pour la première fois de ma vie, pour tout vous dire, je me suis beaucoup énervé sur ce plateau, ce qui m'arrive jamais. Et là j'ai considéré que c'était tellement gros, que j'étais tellement surpris d'une certaine manière, à la fois un peu sidéré et en colère, que j'ai, comme on dit trivialement, pété un câble. Et je vous le donne en mille, il se trouve que le journaliste en question, qui s'appelle Monsieur Senior, est devenu depuis porte-parole de Renaissance. N'y voyez aucune espèce de lien de cause à effet, bien entendu, mais enfin tout de même, ce sont des éléments qui ne doivent pas échapper à notre vigilance. Au déconfinement, au printemps 2020, lorsque tout a été réouvert, après 3 mois d'enfermement généralisé, il y a eu une exception. N'ont pas pu réouvrir les lieux de culte. Est-ce que le gouvernement avait oublié de les mentionner dans le décret ou dans la loi? Est-ce que c'était... En tout cas, on n'avait toujours pas le droit d'aller à l'office, qu'on fût d'ailleurs, quelle que soit la confession dont on voulait se réclamer. Notre parti politique, par la voix de votre serviteur, a attaqué devant le Conseil d'État cette disposition et a obtenu par décision du Conseil d'État la condamnation du décret gouvernemental de déconfinement, et donc nous avons fait réouvrir à cette occasion les lieux de culte, encore une fois sans distinction, puisque du point de vue civil, il n'appartient pas de juger de l'appartenance confessionnelle de mes concitoyens. Nous avons d'ailleurs fréquenté beaucoup le Conseil d'État. J'étais à 2 doigts de m'installer une tente de camping sur le parking, parce que nous y sommes allés 6 fois en 6 mois, de temps en temps d'ailleurs avec nos amis patriotes de Florian Philippot sur les dispositions sanitaires. Mais globalement, c'est la première chose que je voudrais dire. Oui, évidemment, nos libertés sont menacées. Je ne vais pas répéter ce qui vous a été dit auparavant et je partage intégralement. La première manière de répondre à cette menace, c'est d'attaquer devant les juridictions, à chaque fois que c'est possible, les décisions qui sont prises par les pouvoirs publics.
Alors, en vous disant ça, mesdames et messieurs, chers amis, ne vous méprenez pas. Ne croyez pas que j'ai une confiance aveugle dans l'objectivité du Conseil d'État ni du Conseil constitutionnel. C'est même plutôt l'inverse. Ils auraient dû rester des gardiens de nos libertés publiques, ils sont devenus des militants politiques pour le plus grand malheur de nous tous. Mais de temps en temps, de la même manière que même dans les vallées des montagnes les plus creuses, de temps en temps les rayons de soleil passent par-dessus la crête, de temps en temps la lumière touche les juges du Conseil d'État et les juges constitutionnels et nous obtenons des décisions favorables. La deuxième chose, c'est que nous sommes malgré tout dans un environnement qui est, puisque vous m'avez posé, Éric Morillo, la question des chrétiens et des conservateurs dans ce contexte, les chrétiens et les conservateurs sont traités ni mieux ni moins bien que les autres. Il se trouve que peut-être que quand on est chrétien conservateur, on a davantage encore de motifs de s'opposer aux sociétés libérales et à la vitesse qui est la leur. Mais très franchement, je n'ai pas l'impression de subir une sorte de mauvais traitement privilégié ou particulier de ce seul fait. Il se trouve que nos pays, d'ailleurs nos pays occidentaux, se déchristianisent à grande vitesse, pour ceux en tout cas qui l'étaient. Qu'en Europe, nous savons bien quelle religion, au pluriel, on essaye de museler et auquel on concède ce qu'on appelle des accommodements raisonnables. Je crois que l'expression vient du Québec. Elle est curieuse d'ailleurs cette expression parce qu'il s'agit de savoir qui devrait s'accommoder à quoi. Et en réalité, nous considérons comme juste et proportionné de fournir des menus halal dans des cantines de nos écoles publiques au nom de l'accommodement raisonnable. On pourrait se demander si, de manière majoritaire, tous ceux qui ne sont pas d'origine et de culture chrétienne ne devraient pas, eux, s'accommoder de manière raisonnable à notre mode de vie. Et donc, je ne suis pas sûr que nous subissions des traitements pires que les autres opposants. Mais je sais, en revanche, que à partir du moment où nous sommes entrés dans une catégorie, je parle des chrétiens, alors des conservateurs, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai encore que, nous sommes entrés dans une catégorie qui est numériquement minoritaire, nous sommes traités comme les autres qui sont considérés comme minoritaires. Et comme nous sommes la plupart du temps bien élevés et polis, que nous ne décapitons pas les gens dans les rues, que nous ne nous ruons pas dans les services d'urgence des hôpitaux pour expliquer que nos épouses ne peuvent pas être soignées par des hommes médecins, que nous ne faisons pas de scandale partout, d'une certaine manière, on ne nous écoute pas. Ou du moins, on est moins entendu que d'autres qui peut-être auraient des modes d'action un peu plus brutaux, un peu plus rapides et un peu plus énergiques. C'est pourquoi mon deuxième avis consistera à dire que, tout en restant fidèles à ce qu'est notre cœur de conviction, peut-être devons-nous apprendre à être effectivement un peu plus énergiques, un peu plus vivaces et un peu plus brutaux en tout cas, en termes de langage. Je ne suis pas sûr que pour autant ça soit facile, mais il me semble que ça fait partie des conditions de notre réussite et d'une plus grande écoute. Troisième et dernier élément, il me semble que nous sommes en train de vivre une sorte de tragédie qui consiste à constater qu'à la fois, nous n'avons jamais eu autant de difficultés à nous faire entendre, pour toutes les raisons qui ont été mentionnées tout à l'heure, et que d'un autre côté, la réalité ne nous a jamais donné autant raison. Alors comme disait un de nos grands prédécesseurs, Carrefour, c'est un grand tort d'avoir raison trop tôt, je crains qu'il ne soit pas du tout trop tôt. Pour le coup, qu'on soit déjà un peu avancé dans la déréliction. Nous avons à mener un combat pour la vérité et pour la raison. Je vous dis ça pour conclure parce que il me semble que les grandes victimes de tous ces débats que nous avons évoqués depuis tout à l'heure, la crise du Covid, l'Ukraine, dans une large mesure aujourd'hui le conflit entre Israël et la Palestine, et le climat, les deux grandes victimes de ces débats sont la vérité, c'est-à-dire les faits, et la raison, c'est-à-dire la capacité d'aborder la complexité, de mettre de la nuance dans les analyses, et tout ça empêche, un, d'être intelligent, et deux, de connaître le réel tel qu'il est. Nous avons, nous, cette responsabilité, comme conservateurs, puisque c'est à peu près ce que nous sommes, je crois pouvoir le dire, dans cette salle de manière uniforme, de veiller à ce que la vérité et la raison soient toujours présentes dans le débat public. Et à cette condition, nous pourrons effectivement avoir quelques chances de reporter le débat sans lequel le reste ne sert à rien. Vous pouvez voter toutes les politiques publiques que vous voulez, l'immigration, santé publique, la fiscalité, tout ce que vous voulez.
Si les peuples n'ont pas la liberté de les mettre en œuvre ou de les contester, alors vos politiques publiques ne servent à rien. Les philosophes disent les libertés, l'exercice des libertés, c'est une condition de possibilité pour tout le reste. Et c'est la raison pour laquelle je crois, je pense, et Nicolas évoquait tout à l'heure largement, et Florian aussi, ce que l'Union européenne est en train de nous préparer, en ajoutant à ce qui a été mentionné, le pass sanitaire, le pass énergétique et deux, trois autres joyeusetés de ce genre. Gagnons ensemble ce combat de la liberté, parce que sans cela, nous disparaîtrons, au motif que rien d'autre n'est possible. Je souhaite, et nous travaillerons à ce que cette question soit au cœur de la campagne européenne de juin prochain. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Alors, notre dernière intervenante, je vais demander à la technique de me faire signe pour me dire que c'est OK, n'est pas présente en présentiel, comme on dit physiquement, mais je crois à distance. C'est OK, me dit-on. Alors, je vais essayer de le faire à la fois en français et pardonnez-moi pour mon anglais aussi un petit peu. Elle est leader du mouvement du Convoi des libertés au Canada en 2022. Elle est devenue surtout le symbole d'espoir pour des millions de personnes éveillées au style totalitaire et dictatorial du gouvernement canadien, mise en lumière justement par le mouvement qu'elle a contribué à lancer. So I was saying, we're going to reach you in 1 second. The leader of the Canadian Freedom Convoy movement in 2022, she had become a model for millions of people in Canada. She has, is she there? Yes, it's okay. So I like you to introduce Tamara Lake, please. Bonjour. Bonjour, désolé, je ne parle pas bien le français, mais j'essaie. We're going to try to do it in English. Hi, Tamara. Please, thank you to be there. So, first question, what role did censorship play in the convoy movement, and how has your freedom of speech been compromised as a result? Yes, well, I have no idea when I first reached out to Chris Barber in January of 2022, offering my logistics and organizational skills to help support a potential protest that it was going to turn into a worldwide movement. We did not see that coming. Although Justin Trudeau said that we were nothing more than a small fringe minority holding unacceptable views, Freedom Convoy garnered incredible support through donations totaling over $10 million in a period of less than 8 weeks, twice. Not to mention the overwhelming donations of food, fuel, and clothing that we received. Every Canadian that came to Ottawa either brought something, donated something, or pitched in to help in some way. Does that sound like a fringe minority to you? Because it doesn't sound like one to me. Canadians flocked en masse to the capital city, supporting the truckers on their quest to end the mandates and asking for their freedoms to be fully restored. Canadians had already endured 2 years of restrictions to their freedoms, which are supposed to be guaranteed and protected under our Canadian Charter of Rights and Freedoms, signed in 1982. The handling of the pandemic, the convoy, and of the peaceful protesters in Ottawa proved that our beloved charter isn't worth the paper that it's written on. In 2021, we witnessed the most divisive federal election in our history, with our Prime Minister turning COVID-19 vaccines and their mandates into a wedge issue. He threatened and implemented a travel ban on Canadians without vaccine passports from entering or leaving the country, prevented travel by air, train, or sea, denying us entry to most public venues, imposed curfews, and made the COVID vaccine a requirement for employment. Canadians were denied medical care, denied visitation with their elderly parents in long-term care facilities, denied saying goodbye to their loved ones, denied proper funerals, weddings, and graduations. Every social anchor we need in a healthy and functioning society. Our Prime Minister called us racists. He called us uneducated. He called us misogynistic and questioned whether or not we should be tolerated. The convoy movement was a result of a straw that broke the camel's back moment. The cross-border proof of vaccination mandate for truckers, the very men and women
who had worked throughout the pandemic to make sure that we had food, medical supplies, fuel, and of course, our Amazon orders. They worked without access to most restaurants, without access to showers or to washrooms. And then they said, when? And even though the Freedom Convoy's purpose was to help Canadians get back to some sort of normal, it was the inadvertent exposure of the corruption of our institutions, the state of our freedom of speech, and the rampant censorship that led to our ultimate success. We exposed a weak prime minister who would rather tuck tail and run, call his own citizens names, and shoot them with rubber bullets than to make time to sit down and simply listen to their concerns. In Canada, if your beliefs and opinions do not match the beliefs and opinions of Justin Trudeau, he will simply censor you by ignoring you. Well, at least he tried. At least he tried to ignore us. We exposed the link between government and woke crowdfunding platforms and how easy it is to have your campaign frozen and terminated. If your cause is not a government-approved cause, they will censor your ability to raise money, donate to, or receive donated funds from an online crowdfunding source. We also exposed the collusion of our banking institutions and government, which enabled them to freeze the bank accounts and assets of everyday Canadians. This was done without parliamentary oversight or a court order from a judge. Not a single banking bureaucrat stood up and questioned this illegal and unconstitutional action. If your policies are not aligned with the current Liberal government, they will censor you financially, impairing your ability to pay your bills, make your mortgage payment, pay your child support, or donate to a cause that you believe in, which actually is a form of freedom of expression. It left families unable to purchase medication for their children, mothers stuck at checkout counters in grocery stores with a cart full of groceries only to find their debit cards didn't work and their credit cards were declined. Currently in Canada, we are facing legislation censoring our internet, censoring the news we see, and within the last few weeks, they even tried to censor our military cadres from praying at our Remembrance Day services tomorrow. Thankfully, after the directive was leaked to the media, there was enough backlash that this directive had been rescinded. The Freedom Convoy is the single most defining moment in the collapse of public trust in the legacy media. What could have been a golden opportunity for our media to truly unite Canadians was either rejected or completely ignored, and they chose instead to be a propaganda arm of the state. This is really to be expected when governments start giving monetary handouts to their media. Even a dog will not bite the hand that feeds him. We watched independent media and citizen journalists, even our friends and families, capturing the true essence of the spirit of the convoy. The crowds along the highways, the flags waving proudly from every overpass. Canadians from every color, culture, religion, age demographic, and geographical location with the hope for a better future on their faces. Instead, the legacy media knowingly reported lies and falsehoods such as the truckers raiding a homeless shelter, foreign funding, desecrating statues, disrespecting our war memorial, attempted arson, a very questionable photo of a swastika flag that by all accounts seems to have been planted, and even going so far as to insinuate that we had been infiltrated by the Russians. That anchor woman still has a job, by the way, working for our most trusted news source, the Canadian Broadcasting Corporation. The media did their best to paint us as uneducated hooligans and anti-vaccine thugs coming to Ottawa with torches and pitchforks to wreak havoc and terrorize the local citizens. In fact, we were mostly blue-collar, middle-class Canadians from all walks of life and all corners of the country, as well as doctors, nurses, lawyers, former and present law enforcement, military veterans, moms, dads, grandmas, and grandpas. Clearly terrifying.
The government of Canada and the mainstream media worked in tandem, ignoring the truth of what was really happening, refusing to report on any perspective or expert opinion that did not end up with us being painted as domestic terrorists, and they went to great lengths to try and smear and discredit us. After their many attempts at provocation failed, and we remained peaceful and united, they invoked the Emergencies Act for the first time in Canadian history. The Emergencies Act replaced the former War Measures Act used by Justin Trudeau's own father in 1970. In Canada, the Emergencies Act and former War Measures Act are akin to martial law. This enabled law enforcement to violently dismantle the most peaceful and polite protest of all time. I mean, this is Canada after all. It allowed them to freeze bank accounts and to literally and figuratively trample on our rights and freedoms. In Canada, if you refuse to support the government-approved narrative, the media will censor you, smear you, defame you without care of your person, your life, your job, or your family. Thank you very much, Tamara Lik, for this speech. Merci beaucoup, Tamara Lik. On va conclure ce... Vous vouliez peut-être ajouter juste un tout petit mot? Très vite, rassurez-vous. On a beaucoup parlé du passé de la France, de ce qu'on a vécu nous, ici. Mais moi, je veux dire à nos amis américains qu'on compte beaucoup sur vous, parce que la prochaine élection présidentielle aux États-Unis sera le symbole de savoir si la liberté gagne ou si elle perd. Et nos pays ont traversé des épreuves ensemble. Nous avons été à vos côtés, vous avez été à nos côtés. Et je le dis parce que c'est important ce que vous faites. Et voilà. Et je veux le dire, to wish you great success next presidential election. It's very important for us. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Merci, André Berkoff. Merci, Florian Philippot. Pause.